Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, notre podcast qui met en lumière les différents acteurs du club des Brûleurs de Loups de Grenoble. Je suis Laureline et aujourd'hui j'interviewe notre jeune prodige, Mathias Bachelet. Le hockey chez les Bachelet, on peut dire que c'est une histoire de famille. Entre tes oncles Romain et Simon, puis ton papa Benoît dont le numéro flotte au-dessus de la glace de Pôle Sud, ont été brûleurs de loups. Est-ce que le hockey était une évidence pour toi? Ça remonte à loin, je sais pas si ça a été une évidence, mais c'est sûr que quand tu baignes dedans depuis tout petit, je pense qu'au final, ça m'a attiré. Mon père jouait encore au hockey quand je suis né, donc c'est lui qui m'a mis sur les patins vers 2 3 ans, donc oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Appartenir à une famille d'hockeyeurs qui a marqué l'histoire du club, qui plus est, qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est sympa quand les gens en parlent, mais au final, moi, dans ma vie au quotidien et dans ma vie au sein du club, j'ai pas l'impression que ça m'avantage ou que ça me désavantage sur quoi que ce soit. Je suis très fier que mon père ait eu ce parcours et de venir d'une famille de hockeyeurs, mais Est-ce que c'est une pression ou est-ce que c'est inspirant? bon, je pense que c'est plutôt inspirant. J'ai pas du tout de pression par rapport à ça. Puis, mon père, mes parents, ma famille a toujours fait en sorte de pas m'en mettre. Le hockey, c'est pour m'amuser, donc voilà. Si le jour où il y a de la pression, c'est qu'il y a un problème. Donc non, c'est plutôt inspirant même de venir d'une famille de hockeyeurs. Mathias, tu es un pur produit grenoblois et même, si je puis dire, brûleur de loups, puisque tu as suivi l'intégralité de la formation de notre pôle développement. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus pour que tout le monde se rende bien compte de tout ce que cela implique? Ouais, bien sûr. Bon, j'ai commencé le hockey, comme je l'ai dit, à 3 ou 4 ans, je pense, au sein de l'association des brûleurs de loups. Puis voilà, j'ai fait toutes mes catégories jeunes là-bas. Puis à 16 ou 17 ans, j'ai intégré le centre de formation. Donc là, c'était relié au groupe pro. Et bah, on passe un autre step. Ça devient, on commence à jouer avec la D2, donc contre des adultes, avec Vojani. Puis après, sur ma dernière année U20, j'ai joué avec Chambéry en D1. Puis à la fin de cette année-là, j'ai eu la chance de pouvoir signer avec l'équipe première, donc réaliser un rêve que j'avais depuis petit. Cette saison est très intense puisque la Senior Glass League Magnus représente tout de même 44 matchs de saison régulière. Vous avez également réalisé un parcours complet en Coupe de France et en Continental Cup. Comment gères-tu ce rythme soutenu? Bah, c'est vrai que c'est soutenu, mais si on regarde par rapport à d'autres pays, dans un premier temps, c'est pas si soutenu que ça. On a moins de matchs que dans d'autres pays. Puis au final, c'est notre activité principale, donc je pense que c'est pas plus mal qu'on soit constamment à la patinoire pour justement faire ce qu'on aime. Ça limite les temps d'ennui quand, quand on n'est pas à la patinoire, donc c'est bien. Moi, je suis content et puis je pense que tous les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner, donc non, c'est sympa. Tu mentionnes le fait que vous passez beaucoup de temps ici. J'imagine qu'avec tes coéquipiers, ça doit créer des liens particuliers. De qui es-tu le plus proche dans le vestiaire? Ouais, c'est sûr que ça crée des liens particuliers. Mais je pense que dans le vestiaire, le plus proche, c'est Antoine Fertin et Hugo Nogaretto, parce que c'est des gars qui ont commencé le hockey aussi à Grenoble, puis on joue ensemble. On se côtoie depuis qu'on est tout petit, donc ça doit être ces deux-là. Ouais. Ça fait combien d'années que vous jouez ensemble tous les trois? Antoine, j'ai commencé à jouer avec lui quand on avait 4 ou 5 ans, peut-être un peu plus tard. Je me souviens pas s'il a commencé un peu plus tard, mais donc on a vraiment tout le temps joué ensemble. Et Hugo, à peu près pareil, parce qu'il a toujours été surclassé, donc même s'il a 2 ans de moins que nous, on a toujours joué avec lui. Et puis c'est sympa qu'on puisse continuer à jouer ensemble encore aujourd'hui. Ah, du coup, il y a cette amitié, c'est presque une fratrie quasiment. Ouais, bah, c'est sûr qu'on est des très bons amis en dehors de la glace et on se voit régulièrement pour faire autre chose que du hockey, donc non, c'est très sympa. Du coup, quelles sont tes activités en dehors du hockey? Comment tu occupes ton temps libre? J'essaie d'aller un peu à l'école encore. Je suis à GEM dans le programme Grandes Écoles, donc d'allier un peu sport et études, même si c'est compliqué et c'est pas forcément ce que j'aime faire. Mais sinon, durant la saison, on fait pas tant de choses en dehors de la glace, mais pendant l'été, bah,
pas mal de sport, ça tourne toujours autour du sport, puis quelques soirées de temps en temps quand même. Et sportif professionnel, c'est une vie faite de sacrifices. Pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Ouais, c'est sûr que c'est des sacrifices, mais comme je l'ai dit, on fait ce qu'on aime, donc je le vois pas forcément comme un sacrifice, mais c'est sûr quand je vois mes amis de l'école quand j'étais plus jeune qui font leurs études, qui peuvent partir à l'étranger pour leurs études et tout, ça a l'air quand même hyper sympa. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais je suis très bien où je suis et j'aime ce que je fais. Est-ce que tu as des moments de doute ou de crainte? Je pense comme tout le monde, ça arrive que voilà, il y a des petits moments de doute, mais je pense que c'est bénéfique. Ça m'aide à me remettre un peu en question. Puis voilà, quand il y a des doutes, on peut toujours en sortir en parlant, en travaillant plus fort. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. La carrière de hockeyeur s'arrête assez jeune à l'échelle d'une vie, parce que du coup, on parle de trentaine, petite quarantaine pour les plus valeureux. Est-ce que tu as déjà commencé à penser à ta reconversion ou est-ce que tu attends encore quelques années pour y penser? Alors, j'ai pas encore d'idée précise de ce que je veux faire plus tard. Mais c'est pour ça que, comme je l'ai dit, j'essaie de continuer les études pour bah, que j'ai un maximum de portes qui restent ouvertes pour mon après-carrière, mais j'ai pas d'idée précise et je me pose pas la question pour l'instant. Je suis focus sur le hockey, puis j'ai envie de faire carrière dans le hockey dans un premier temps, puis on verra pour après. J'ai encore le temps. On vient de parler du fait que le hockey et que le sport professionnel, c'était beaucoup de sacrifices puisque vous passez énormément de temps à la patinoire, que vous vous entraînez très très fort. C'est un engagement entier de votre personne, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, j'imagine. C'est clair. Et heureusement d'ailleurs, tant de travail, s'il n'y avait pas d'émotion, ça en vaudrait pas la peine. Donc c'est vrai que, notamment dans les moments où on gagne des matchs importants ou des titres, c'est vraiment des grosses émotions. Puis il y a toute cette pression qui retombe. Et moi, toutes les personnes avec qui j'ai gagné un titre, ça forme quelque chose. Je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer, mais il y a un lien qui, Un souvenir qui est ouais, inscrit finalement ex- dans ton ADN et exactement, qui reste figé avec ces personnes-là. exactement. Tu te souviens de l'équipe avec qui t'as gagné, celle aussi avec qui t'as perdu, mais plus je trouve avec celle qui t'a gagné. Quand tu mentionnes les titres, tu as remporté le championnat U20 et obtenu le titre en D2 la même année. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Pour le championnat U20, c'était des belles émotions. On l'a remporté 2 fois de suite. Puis c'était un peu les dernières années pendant lesquelles je jouais avec les copains, quoi, les copains d'enfance. Donc c'était vraiment des belles émotions. Puis pour la D2, je pense que ça reste mon plus beau souvenir dans le hockey jusque-là. Parce qu'on avait une équipe jeune, puis on jouait contre des adultes, puis personne nous attendait là. D'avoir pu gagner sur un match 5 à Pôle Sud avec beaucoup de monde. C'était la première fois qu'on jouait devant autant de monde. C'était vraiment des belles émotions. Puis le mieux, c'était d'être avec les copains et ça restera vraiment gravé dans ma mémoire. Il y a le côté nostalgique de la fin d'une période et du début d'une nouvelle finalement avec ton intégration chez les pros. Ouais, bah c'est clair. Si je pouvais refaire des matchs comme ça avec mes copains, je le ferais tous les jours. Mais voilà, après c'est pas de nostalgique. C'était une belle période, mais je suis content d'en être où j'en suis maintenant. J'espère qu'il y aura d'autres beaux souvenirs qui viendront s'inscrire dans ma mémoire. On va rester du coup dans la thématique des titres puisque l'année dernière tu as soulevé ta première Coupe de France à l'Accor Arena. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ouais, c'est vrai que c'était un très beau moment. J'en ai que des bons souvenirs et puis impressionnant là d'avoir joué devant 13 000 ou 14 000 personnes. Je sais pas pour des joueurs en France ça arrive une fois dans l'année, à moins de faire des championnats du monde ou de partir à l'étranger et de jouer à l'étranger. Donc non, c'était vraiment impressionnant. Puis voilà, le fait de gagner, il y avait surtout une grosse ambiance avec nos supporters, puis surtout les supporters de Dunkerque qui, je pense que c'était rarement arrivé à Bercy qu'il y ait autant d'ambiance, donc à l'Accor Arena, pardon. C'était le feu, hein. Donc c'était vraiment impressionnant. Puis le titre à la fin, voilà, c'est exceptionnel. Est-ce que c'est facile de trouver sa place quand on est aussi jeune dans un groupe professionnel? Ouais, ça a été facile parce que on s'entraînait avec eux depuis les U20.
Donc au fur et à mesure du temps, on commençait à connaître certains gars. Je connaissais déjà un petit peu les jeunes du vestiaire, donc Aurélien Der, Julien Munoz, Adel Coudry, il y avait Dylan Fabre aussi. Puis j'en oublie sûrement. Donc voilà, ils ont fait en sorte que qu'on s'intègre correctement. Puis avec les anciens, pareil, pas de problème. Ils ont fait en sorte qu'on se sente à l'aise. Et puis une fois que j'ai signé avec eux, bah, tout s'est très bien passé, très naturellement. Puis voilà, aucun souci. On reste à parler de ton âge, parce que tu as seulement 21 ans et tu as déjà fait tes premiers pas en équipe de France. Comment s'est passée ta première sélection avec les Bleus? Ah, c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment adoré. Bah, le fait de retrouver l'équipe de France que j'avais connue avec les moins de 20 ans et puis les moins de 18 ans. C'est toujours un sentiment particulier de pouvoir représenter son pays. Puis là, j'ai vraiment découvert le hockey à l'international et puis contre des bonnes nations de hockey. Puis je pense que j'ai encore rien vu parce que ça restait des bonnes nations, mais pas les meilleures. Mais j'étais vraiment impressionné de la vitesse des joueurs en face et l'intensité des matchs. Donc j'ai vraiment bien aimé cette expérience. J'espère qu'il y en aura d'autres et puis j'ai hâte, j'ai hâte, juste hâte. C'est pas. Est-ce que c'est difficile finalement de passer du rythme Senior Classic Magnus, après tu repasses en équipe nationale, après tu repasses en Senior Classic Magnus, après vous intégrez les playoffs et peut-être que tu auras une nouvelle sélection en équipe de France. Quelle est la différence finalement entre l'équipe professionnelle dans un championnat français et la sélection en équipe nationale? Est-ce que tu ressens cette différence? Bah, je ressens que le niveau est pas le même, mais après, j'ai pas de problème d'adaptation. Faut juste adapter son jeu en fonction. Puis Senior Classic Magnus, je pense que c'est quand même une ligue qui progresse et qui va de plus en plus vite. On a des bons Français, puis des bons renforts étrangers, je partais pas de rien non plus. Et non, c'était très sympa. Mathias, comment tu gères la pression sur les enjeux qui arrivent, à savoir les playoffs, ou alors comment as-tu géré la finale de la Continental Cup qui s'est déroulée en janvier dernier? Bah, j'essaie justement de pas me mettre de pression. J'essaie de pas trop penser et d'essayer d'aborder ces matchs comme chaque autre match de la saison régulière. Mais après, je sais que tout le monde ne gère pas la pression de la même manière. Et puis le club fait en sorte qu'on ait juste à penser au hockey. Il s'occupe de tout ce qui est en dehors du hockey. Ça nous met dans de bonnes conditions. Puis on a également accès à une préparatrice mentale qui peut nous aider en cas de besoin, avant ce genre de match ou juste dans la saison, si on a besoin si on a besoin de parler, se préparer mentalement ou peu importe. Du coup, Mathias, tu m'as l'air quand même quelqu'un qui gère extrêmement bien la pression, qui est très réfléchi. Et ce que je me demande, c'est que là, vous venez de remporter le trophée Jacques Lacarrière qui vous sacre vainqueur de la Senior Classic Magnus pour cette saison. Est-ce qu'être premier durant la saison régulière, ça met quand même un petit stress pour commencer, pour démarrer des playoffs, partir en tant que grand favori? Est-ce que quand même, tu ressens un peu de pression ou pas? Ouais, je pense pas qu'on prenne ça comme un stress. Le fait d'être premier de la saison régulière, ça montre juste qu'on a été assez régulier durant cette saison et qu'on a été bon tout au long de la saison depuis septembre. Ça nous met dans de bonnes conditions pour les playoffs. Puis on aura l'avantage de la glace. Donc non, pas de stress, mais on sait qu'il y a des attentes qui sont élevées déjà de notre part, de la part du club, des supporters, puis je pense qu'un peu de toutes les personnes qui s'intéressent au hockey en France. Mais non, il n'y a pas de stress particulier. Je pense juste qu'on s'est mis dans de bonnes conditions, puis qu'il faut finir le travail maintenant. J'aimerais parler de progression avec toi, Mathias. Comme tu es très jeune, est-ce que tu as des modèles dans ce milieu? Des personnes qui te guident, mais que ce soit dans la façon d'être, dans le jeu, qui sont tes mentors? Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais j'ai pas d'idole, j'ai pas de modèle dans ce sport. Mais j'aime bien regarder les matchs des championnats étrangers à la télé, sur mon ordi. C'est vraiment un autre niveau, et puis c'est ça qui me pousse à travailler tous les jours. Parce que j'aimerais jouer là-bas un jour, mais on voit qu'il y a encore il y a une marge de progression importante avant d'atteindre ce niveau-là. Donc voilà, c'est plutôt de ça que je m'inspire. Tu regardes quel championnat en Euh, particulier?
J'aime bien regarder toutes les compétitions internationales, avec les championnats du monde junior, notamment en décembre et janvier, début janvier. Puis les championnats du monde quand l'équipe de France joue en avril, mai. Puis durant la saison, je regarde un petit peu les championnats des pays scandinaves avec la Finlande et la Suède, où c'est vraiment un niveau de jeu très élevé, un style de jeu impressionnant. Donc j'aime bien regarder ça, puis essayer de m'en inspirer un peu. Tu parles des championnats des pays scandinaves. Est-ce que ça t'intéresse, la NHL? Ouais, ça m'intéresse, mais les matchs ils sont à 2 heures du matin, je peux pas les regarder. Je De parlais pas jouer en tant que à... spectateur, je parlais en tant Ouais. que joueur. Ouais, c'est sûr que la NHL c'est un rêve pour tout joueur de hockey, mais je suis bien conscient que j'en suis encore très loin, et puis il y a peu de chances que j'y arrive un jour, même si ça reste au final un rêve. Puis je pense qu'on travaille tous pour aller le plus loin possible. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je regarde les championnats scandinaves parce que c'est vraiment un endroit où j'aimerais bien jouer. Mais c'est sûr que j'ai ça dans un coin de ma tête, mais je suis conscient que c'est très compliqué avant d'y arriver. On sent, Mathias, que tu es quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Du coup, j'ai envie de te demander quelles sont tes ambitions à long terme. À long terme, je sais pas encore, mais à court terme, j'aimerais jouer encore une saison ou deux en France et vraiment progresser afin de partir à l'étranger, parce que mon objectif de carrière, on va dire, ça va être d'aller jouer à l'étranger. Donc voilà, c'est à court terme, on va dire que ça va être de travailler le plus fort possible et de jouer le mieux possible avec Grenoble avant d'essayer de partir et de tenter ma chance à l'étranger. J'espère que ça se fera le plus rapidement possible, mais je suis conscient du stade qu'il y a du gap qu'il y a entre ces ligues, et j'ai pas envie de faire ça trop vite et pour partir et revenir juste après. Après, ça peut arriver, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de partir quand je serai prêt. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, dans un monde idéal, je me vois dans un des grands championnats européens, en Suède, en Finlande, en Allemagne, mais voilà, comme je l'ai dit, on sait pas de quoi ce que la vie nous réserve. Puis en vrai, je sais pas où j'en serai dans 10 ans, mais dans un monde idéal, ça serait ça. Donc, Mathias, on va passer à la minute tac au tac. Donc, le Putain. principe est simple, je te pose une question et tu réponds en un mot ou une petite succession de mots. Faut que ce soit rapide. Dans le jeu, tu te sens plus à l'aise au centre ou à l'aile? Au centre. Dans le vestiaire, qui est le DJ? Nicolas Deschamps et Théo Gurif. Quel joueur est toujours en retard? Binaire. Qui s'habille le mieux? Adèle, il s'habille pas mal, il nous sort un peu des pièces sympas des fois. Et Charles Schmitt aussi, il essaie, mais un peu moins bien. Et qui s'habille le moins bien? Je pense qu'on est pas mal mal s'habillé pour venir à l'entraînement, mais quand il y a une soirée ou un truc, on peut être pas mal. Qui est le plus drôle? Ah, c'est pas tac au tac, faut refaire là. Qui est le plus drôle? Le plus drôle, je sais pas, mais il y en a pas mal. Samuel Régis, Aurélien Der, Théo Guerif, Adèle Coudry. Il doit y en avoir d'autres, mais il y a pas mal de bons blagueurs. Qui est le plus chambreur? Biner et Pierre Crinon. Si tu n'avais pas été hockeyeur, quel métier aurais-tu voulu faire? Je sais pas, mais quelque chose en rapport avec le sport. Eh ben écoute, on a fini, Mathias. Merci beaucoup. C'est tout! Ah, pardon, merci beaucoup. C'était Focus, le podcast des brûleurs de loups. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.